Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet du renforcement intermittent, c'est-à-dire d'une des formes de manipulation les plus efficaces. Récompenser est une méthode utilisée par tout parent, tout enseignant, pour faire en sorte que l'enfant se comporte de la manière désirée, par exemple, faire ses devoirs à temps. De même pour l'adulte, l'entourage, la société renforcent certains types de comportements. Cela peut être accompli par l'ajout de quelque chose à chaque fois qu'on se comporte de la manière désirée, par exemple en faisant des éloges, en donnant des prix, etc. Ou au contraire par des privations. Par exemple, en retirant un bonbon à un enfant, en mettant des amendes, ce qui revient à retirer de l'argent, ou en emprisonnant, en battant, ce qui n'est autre que privé de liberté et de bien-être. Or, de multiples expériences montrent que renforcer un comportement à chaque fois qu'il a lieu n'est pas la meilleure manière pour le faire ancrer, pour qu'il devienne un conditionnement difficile à se défaire. En effet, ce qu'on voit, c'est que le comportement se désagrège peu à peu une fois que le renforcement dont on a fait un usage constant cesse. Par exemple, la punition ou la menace de punition engendre des ressentiments, voire des révoltes, et le comportement peut même continuer en cachette. Au contraire, renforcé par une récompense seulement quelquefois, augmente la fréquence du comportement et rend son éradication des plus difficiles. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Pour citer le comportementaliste B.F. Skinner qui a étudié expérimentalement cette méthode de manipulation, le calendrier des renforcements est plus important que la quantité reçue. Certains calendriers engendrent beaucoup de comportements en contrepartie de très peu de renforcement. La raison en est la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur, c'est-à-dire une substance chimique sécrétée par le cerveau qui permet l'envoi d'un signal électrique d'un neurone à un autre. La dopamine est associée à la sensation du bonheur. Des expériences faites notamment avec des singes ont consisté à d'abord les habituer à appuyer sur un levier dès que s'allume une lumière afin de recevoir à chaque fois une récompense sous forme de nourriture. Ce qu'on voit, c'est que le niveau de dopamine reste bas jusqu'à la réception de la récompense. Puis, dans un deuxième temps, une fois le singe habitué à recevoir sa récompense dès qu'il appuie sur le levier à l'apparition de la lumière, on cesse de lui donner cette récompense à chaque fois. Et là, le niveau de dopamine augmente bien plus, et cela dès qu'il finit d'appuyer sur le levier, en conséquence de l'incertitude, c'est-à-dire du peut-être de la récompense. Et donc, c'est l'expectative de la récompense du bonheur qui fait augmenter le niveau de dopamine et non pas la récompense en elle-même. Cette augmentation atteint son niveau maximal si la récompense est reçue dans 50% des cas, c'est-à-dire 50% des fois où le singe appuie sur le levier. Le niveau atteint est moindre si elle n'est reçue que dans 25% où
75% des cas, ce qui peut se comprendre, car l'incertitude est alors moindre. Cette augmentation est d'autant plus importante lorsque le rythme auquel est donnée la récompense devient variable. C'est-à-dire qu'entre deux récompenses, le nombre de fois où le singe appuie sur le levier sans rien recevoir varie. D'après le biologiste et neuroscientifique Robert Sapolsky, seule la cocaïne est connue pour induire de tels niveaux de dopamine. Cette technique de manipulation, qui passe souvent inaperçue, s'inscrit pour Skinner dans le cadre de la nécessité de grands changements dans le comportement humain par le biais d'une technologie du comportement, notamment pour contrôler la croissance de la population. Selon lui, la possibilité qu'elle offre n'a naturellement pas été négligée par les contrôleurs en puissance. Elle est en effet largement appliquée dans l'éducation, dans les casinos, où d'abord le ratio des gains est favorable aux joueurs pour ensuite devenir défavorable à celui-ci. Les gains se font intermittents et une fois l'addiction créée, leur fréquence diminue. Au final, le joueur peut même venir à tout perdre. Les réseaux sociaux utilisent également cette technique à des fins d'addiction, notamment à travers le nombre de likes. Les discounts donnés par les magasins sont également très bien étudiés pour renforcer la fidélité des consommateurs. Dans le monde du travail, le calendrier des salaires et des bonus est tel qu'il optimise le contrôle du comportement de l'employé. Une fois l'employé conditionné, on lui demande de faire de plus en plus de travail pour la même rémunération. Dans certains pays riches, les populations dans les décennies d'après-guerre ont été habituées à un État-providence qui leur offrait de bons salaires et des services publics abordables de qualité. Ensuite, les populations n'ont obtenu gain de cause que bien plus rarement, et les périodes entre deux récompenses se sont rallongées. On leur a demandé de plus en plus de sacrifices et les niveaux de vie ont baissé. C'est exactement la même méthode de manipulation qu'on voit dans les relations amicales ou intimes de nature pathologique. Que cela soit dans la sphère privée, professionnelle, sectaire ou politique, dans une première étape, on attache au contrôleur, on rend dépendant de lui par des récompenses constantes, éloges, admiration, expression d'amour, etc. Cette étape est cruciale. C'est comme si tous vos désirs se réalisaient. C'est comme si vous retrouviez un parent idéal, protecteur, qui vous donnait un amour inconditionnel. Et peu à peu, vous cédez votre volonté, votre responsabilité que vous remettez à d'autres. Et c'est alors que dans un deuxième temps, les récompenses
deviennent plus rares, intermittents et également plus maigres. Il y a beaucoup de grandes promesses, mais elles ne sont en général pas tenues. Cette alternance de récompenses et de leur cessation n'est autre qu'une des méthodes de coercition données dans la charte de Biderman, basée sur son étude de la manipulation des prisonniers durant la guerre de Corée. Elle y est décrite comme indulgence occasionnelle dont les variantes sont faveur occasionnelle, fluctuation de l'attitude du ou des responsables dans ce contexte des interrogateurs, promesse, récompense en cas d'obéissance partielle, tentation. Cette méthode, d'après Biderman, fournit une motivation positive pour l'obéissance et empêche l'adaptation aux privations. Mais ce qui fait la force d'indulgence occasionnelle est leur alternance avec des mesures punitives et non plus seulement la cessation de récompense. C'est ce qu'implique le rapport sur la torture d'Amnesty International publié en 1973. C'est par exemple le cas lorsque les salaires et les bonus alternent avec des menaces de licenciement en cas de non-satisfaction de l'employeur. C'est aussi le cas lorsque un parent, d'une part, bat ou crie sur son enfant et d'autre part lui prodigue de l'amour, parfois de manière excessive. L'enfant peut alors venir à assimiler la violence avec l'amour. Ces renforcements punitifs commencent doucement et vont crescendo. Il y a en général un premier incident abusif, même durant la phase où les récompenses sont constantes. Il s'agit là d'un premier test. Si la victime n'est pas en état de refuser ou accepte en se convainquant que c'est exceptionnel et ne réalise pas que ça deviendra la norme, alors ses chances de s'en tirer indemne s'amenuisent. Sphère privée, publique, prisonnier de guerre, c'est la même chose. Par exemple, entre deux faveurs faites au peuple, les mesures économiques sont devenues de plus en plus pesantes, les licenciements de plus en plus faciles, les lois de plus en plus contraignantes, les prérogatives policières de plus en plus étendues, l'instauration de l'insécurité de plus en plus importante. En 2020, il y a eu un bond spectaculaire, des mesures coercitives inédites. Confinement, c'est-à-dire assignation à domicile. Test PCR obligatoire, port de masque obligatoire, vaccination obligatoire dans certaines professions ou pour voyager. Et tout cela entrecoupé de périodes d'accalmie relative ou des mesures économiques de plus en plus oppressantes ont été mises à l'œuvre, notamment la hausse inédite des prix de l'énergie. Selon le docteur Juste Merlou, un document de la terreur qui existait déjà en 1956 traite en détail de l'utilisation de vagues de terreur successives, bien planifiées et répétées, pour amener le peuple à se soumettre. Chaque vague de guerre froide terrorisante produit son effet plus facilement après un temps de respiration que celle qui l'a précédée, parce que les gens sont encore perturbés par leur expérience précédente. Le moral devient de plus en plus bas
et l'effet psychologique de chaque nouvelle campagne de propagande devient plus fort. Il atteint un public déjà ramolli. Chaque dissident a de plus en plus peur d'être démasqué. Peu à peu, les gens ne sont plus disposés à participer à une quelconque discussion politique ou à exprimer leurs opinions. Intérieurement, ils se sont déjà rendus aux forces dictatoriales qui les terrorisent. Dans les périodes punitives, la violence peut devenir physique ou rester psychologique, notamment par des implications que la perception de la réalité de la victime, que ses ressentis sont faussés, l'atteignant donc dans son identité même, ou par des rages furieuses, ou au contraire par des silences prolongés niant son existence. Il se peut que la menace de punition soit suffisante après un épisode explicite. Tu sais ce qu'il va arriver si tu continues. Alors, la victime, d'après le rapport d'Amnesty International, s'aperçoit que ses sentiments agressifs induisent une culpabilité réflexive et elle les abandonne ou retourne son agressivité soit vers l'extérieur, contre ses compagnons de captivité, plus généralement contre d'autres victimes, soit intérieurement en devenant dépressif ou anxieux. Puis s'ensuivent des périodes d'affection, de réconciliation, de calme, qui sont, d'après les psychologues Donald Dutton et Susan Painter, comme un soulagement et renforcent la partenaire à rester dans la relation. Cette alternance altère sa mémoire des violences passées et sa perception de la probabilité de violences futures. Beaucoup ont subi cela dans la sphère privée. Continuons de les citer. Le renforcement intermittent punition est hautement efficace pour produire des schémas de comportement difficiles à éradiquer et à arrêter et développe les liens émotionnels les plus forts produits expérimentalement de la part de la victime avec son bourreau. Le syndrome de Stockholm est dû à la violence, pas malgré la violence. Par exemple, des enfants maltraités peuvent développer des liens émotionnels extrêmement forts avec leurs parents et même à un âge adulte avancé peuvent trouver difficile de les quitter. On sait que des prisonniers de camps de concentration avaient développé une identification forte avec les gardes nazis. La victime n'est pas en état de répondre ni par la fuite, ni par l'attaque. Elle devient figée, c'est-à-dire traumatisée, et cela d'autant plus que ces relations sont accompagnées par un déséquilibre de pouvoir. L'omnipotence fait partie de la charte de Biederman. Elle suggère la futilité de la résistance. C'est ce qu'on voit au bout de 4 jours dans une expérience faite avec des prisonniers volontaires. Même après sa libération, les effets délétères peuvent continuer. La victime reste très souvent fortement attachée à son bourreau, en particulier lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a subi de la violence dans une relation intime ou lorsqu'il s'agit d'ex-membres de secte. Pour citer à nouveau les psychologues Dutton et Painter, au fur et à mesure que le traumatisme immédiat s'estompe,
la force du lien formé par le traumatisme se révèle en se concentrant de plus en plus sur les aspects souhaitables de la relation. Bref, le renforcement intermittent est une torture qui peut rester psychologique ou être accompagnée de violences physiques. Dans les deux cas, il y a des effets visibles sur le cerveau. On peut tous en être victimes. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment en rester quelque peu indemne.